La nuit du droit, je vous assure, je vais faire comme Gérard, je vais essayer de bien respecter les horaires pour que vous n'ayez pas une deuxième nuit blanche devant vous dans les heures qui viennent, parce que sur les cryptoactifs et sur un thème comme comment allier innovation et régulation, je suis sûr qu'on peut y passer beaucoup de temps. D'abord, je vais me permettre d'accueillir et de remercier infiniment mes partenaires de ce deuxième panel d'avoir bien voulu accepter de jouer l'exercice, et je vais me permettre de les présenter très rapidement. Donc j'ai d'abord, vous la connaissez certainement, Anne Maréchal, à ma droite, donc, qui est directrice des affaires juridiques de l'AMF. Évidemment, Anne est d'abord une éminente juriste, mais je dois vous dire que sur les sujets d'actifs numériques, on a créé à l'AMF en 2016 une équipe de jeunes financiers, un peu juristes mais pas trop, et à ma grande surprise, on a très vite tombé dans une problématique avec ces actifs numériques, cette filière innovation, où la driving force, le leadership, a été assuré plus par les juristes et par ma voisine que par les jeunes qui étaient là pour ça. Ça montre bien, et c'est ce que je voudrais dire en introduction, l'importance du droit pour les sujets dont on va parler dans cette deuxième table ronde. Anne n'est pas toute seule, bien sûr. Il y a ensuite un avocat éminent, Hubert de Vauplane, que je salue et que je remercie d'être là aussi. Alors Hubert est aussi, je crois, très connu ici, puisqu'il était déjà à l'origine comme membre du Haut Comité juridique de Place. En plus, il avait déjà travaillé dans le Haut Comité juridique de la Place UK avant d'être chez nous. En plus, il est avocat chez Kramer Leving. En plus, il s'est spécialisé depuis un moment dans les cryptoactifs, et c'est bien naturellement à ce titre-là qu'il a animé les groupes de travail du Haut Comité juridique de Place, dont il va vous parler tout à l'heure. À côté de ces éminents juristes, on a la chance d'avoir des praticiens. D'abord, à ma gauche, Jean-Marc Stenger. Jean-Marc est patron de Société Générale Forge. Il va vous expliquer. Lui, c'est un banquier, un financier. Vous n'êtes pas juriste d'origine, à mon avis, à ma connaissance. Non, mais je suis malien, un juriste. C'est bien, personne n'est parfait. Mais en échange, Jean-Marc a été chez Soggen depuis très longtemps, chez Lixor plus particulièrement, et c'est lui qui est à l'initiative du projet Forge au sein de la Société Générale en ce qui concerne les actifs numériques, il vous en parlera ensuite, bien sûr. Et enfin, dans ce paysage, on a vu la création d'un certain nombre d'acteurs, de PSAN notamment, de prestataires de services d'actifs numériques, qui ont créé une association professionnelle, l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques, et c'est Simon Pollereau, que je remercie aussi, qui est leur directeur des affaires européennes et internationales. Il connaît très bien, évidemment, à ce titre, ce secteur qui mènera aussi une sorte de contradiction. Les tables rondes où tout le monde est d'accord, on s'ennuie, Simon. Donc vous êtes là pour apporter la contradiction face au discours des autres participants de cette table ronde. Alors, je vais vous faire une introduction rapide parce que sur un sujet comme innovation et régulation, évidemment, pour un régulateur que je suis, c'est des questions qu'on se pose de tout le temps sur plein d'activités sur lesquelles on doit faire notre métier de régulateur. Évidemment, ces questions, quand les cryptoactifs sont apparus dans le paysage, pour moi, comme je le disais, c'est autour de l'année 2016, c'est des questions absolument essentielles qui nous ont vraiment guidés depuis l'origine. Je l'ai vu sur les vagues successives de sujets, de questions. On a commencé par les crypto-monnaies, même si c'est davantage un sujet sans doute banquiers centraux. Après, on a vu les jetons d'ICO, les utility tokens dans notre jargon qui sont apparus. On a très vite ensuite passé aux security tokens, aux instruments financiers avec des gros problèmes. Qu'est-ce qui était security token? Qu'est-ce qui était utility token? Comment est-ce qu'on allait gérer ce type de cadre, de régulation? Est-ce qu'il faut faire quelque chose avec des acteurs qui sont là toujours pour vous dire oui, je veux de la sécurité, mais je veux de la souplesse, avec des acteurs qui arrivent souvent pour nous demander un cadre, mais un cadre souvent ça sert aussi à protéger. Donc les premiers sont protégés et après ils font leur oligopole et les autres après d'à côté ne sont pas contents. On a eu toutes ces questions-là. C'est vraiment un cas d'école. C'est la manière dont on a créé des outils innovants pour réguler ces nouveaux actifs virtuels qui apparaissaient à l'horizon. Et je vous assure que ce n'était pas simple. Et en même temps, on l'a fait aussi d'abord sur une base nationale, mais très vite, on a dû penser à la dimension internationale. On vous en parlera bien sûr ce soir. On n'était pas tout seul pour le faire.
On l'a fait en bonne intelligence avec la place et on l'a fait aussi en très bonne intelligence à l'AMF avec donc le Haut Comité juridique de la place Paris qui là aussi a bien montré son utilité, son importance en nous permettant, sous l'égide d'Hubert en particulier, de rassembler des groupes de travail adéquats. Voilà ce que je voulais dire en introduction. J'ai déjà certainement beaucoup trop parlé. Et donc maintenant, je vais vous proposer 2 tours de table. Mon travail de timekeeper, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de bavards qui prennent trop de temps pour faire encore une fois une autre nuit blanche. Premier tour de table, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent avec la loi Pacte, les ICO, les PSAN? Est-ce qu'on l'a bien fait? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et est-ce que ce besoin, dans une certaine mesure, de cadre juridique, de régulation, est-ce que jusqu'à présent, on a à peu près bien, au niveau national, fonctionné? Et après, naturellement, il y aura, je l'espère, certaines critiques pour la deuxième table ronde, où on vous parlera plus des perspectives, du cadre européen et des perspectives, parce que c'est vraiment un secteur mouvant où il y a encore beaucoup à faire. Je me tourne d'abord, donc, première table ronde. Jean-Marc, c'est quoi Société Générale Forge? Pourquoi une banque comme SocGen fait ça? Le cadre juridique dans lequel vous avez travaillé, ça a bien fonctionné ou ça vous a empêché de dormir? Bonsoir à tous. Merci pour cette invitation. Alors effectivement, peut-être en 2 mots, en petite introduction de Société Générale Forge et comment à la Société Générale on voit le développement de ces marchés de cryptoactifs. Je commencerai par préciser qu'on voit ces différentes initiatives aussi bien du point de vue juridique réglementaire que du point de vue client comme un vecteur de transformation extrêmement profond des activités de marché, cœur de métier pour Société Générale. On voit un effet totalement transformant de la relation client, mais également du service qui peut être délivré auprès de ses clients, amené, drivé par la technologie et l'environnement réglementaire et économique. Je pense au développement qu'on peut voir dans le marché des crypto-monnaies et la finance décentralisée, que tirent ces innovations réglementaires et juridiques. Le rôle de la banque, les types de produits qui seront délivrés demain aux clients seront probablement transformés par cette technologie. Donc pour un acteur bancaire pour qui les activités de marché sont absolument centrales, historiques, et qui a de plus un ADN, il me semble, extrêmement ancré dans l'innovation, c'était à peu près impensable de ne pas s'intéresser à ces sujets. Tôt ou pas tôt, je ne sais pas, mais du moins il y a quelques années. Et au gré des expérimentations et la courbe d'apprentissage évoluant au sein de la maison, de probablement décider à un moment donné d'engager des moyens supplémentaires et d'adapter nos capacités de production et de traitement de ces actifs à la réalité de ce marché tel qu'on le voit se dessiner dans quelques années. Donc Société Générale Forge, en 2 mots, c'est ça. C'est l'adaptation des dispositifs internes de la banque, aussi bien du point de vue humain, technologique, d'ingénierie financière et juridique, à ce monde nouveau vers lequel on pense qu'on s'achemine à la Société Générale, aussi bien sur les titres financiers, donc c'est le volet Security Token qui a déjà été mentionné, que sur la partie cash. On en a un tout petit peu parlé, on en parlera peut-être un petit peu plus tard dans la soirée. Je pense notamment aux monnaies numériques de banque centrale, qui sont le pendant de la partie titre, une numérisation du cash qui sera sans doute opérée par les banques centrales d'ici quelques années. Et entre les deux, un champ nouveau d'activité possible pour les banques, une sorte d'extension naturelle de ce qu'on considère être notre rôle de banquier, à un instrument nouveau, hybride, qui est apparu dans l'univers des crypto-monnaies, les utility tokens, c'est-à-dire des jetons porteurs d'un droit d'utilisation, de consommation d'un service émis par ces acteurs-là, émetteurs du jeton. Vous posiez la question de l'environnement et du droit dans tout ça. Alors je dois dire que de façon assez remarquable, la lecture qu'on en a à la Société Générale est que pour une fois, peut-être, le cadre réglementaire et juridique a préexisté et était probablement en avance de phase en termes de maturité et de niveau de complétude, on va dire, sur un certain nombre d'avancées, y compris technologiques, même si la matière est assez en avance et assez innovante d'un point de vue technologique. Mais quand vous êtes dans le champ d'activité réglementée comme le sont les banques,
c'est en fait absolument fondamental. Et je l'illustrerai peut-être en donnant 2 exemples très concrets que j'ai vécu moi-même sur ce chemin de création et de développement, de début de développement de Société Générale Forge. Le premier, ça a l'air d'être une anecdote, mais c'est extrêmement révélateur, je trouve. C'est que sur les probablement 3 ou 4 dernières années, personne à la Société Générale m'a demandé de business plan sur ses activités. Je peux vous dire, quand vous travaillez dans une grande entreprise, en particulier une banque, ne pas vous demander de projection de revenus sur les 15 ans à venir d'une activité, c'est juste impensable. Mais par contre, voilà, ça a été le cas. Par contre, des analyses juridiques de droit comparé pour savoir quel était le niveau de maturité de l'environnement réglementaire, quelle était la capacité réelle de la banque à servir ses clients sur ces nouveaux métiers, sans compromis, évidemment, sur la sécurité juridique, la conformité, l'encadrement réglementaire des activités, ça, on en a fait un certain nombre. Donc, cet aspect-là, je trouve, est particulièrement illustratif de la spécificité de ce sujet comparé à d'autres sujets qu'on peut traiter en termes d'innovation et de positionnement relatif de la place financière de Paris. Ça m'amène à mon deuxième exemple, si je ne suis pas trop long sur cette première partie. Il y a quelques mois, nous avons organisé une transaction pour la Banque européenne d'investissement. C'est une émission de titres financiers, un bond, une obligation au format security token, donc un titre financier entièrement numérique qui a été déployé sur la blockchain Ethereum, le réseau public. C'est une transaction qu'on a organisée dans le cadre d'un syndicat bancaire composé de 3 banques, Société Générale, Goldman Sachs et Banco Santander. C'est une transaction qui a été proposée à peu près une centaine d'investisseurs en Europe et dans le monde entier, qui a reçu un écho extrêmement favorable dans le marché. Et c'est un projet qui nous a à peu près pris 9 mois à structurer. Si je pense à l'ensemble des réunions, des discussions, des échanges d'emails qu'il y a eu entre les dizaines et dizaines de personnes impliquées sur ce projet au sein des 3 banques, probablement 50% des discussions ont porté sur la maturité et le niveau d'avancement de la juridiction dans laquelle l'émission allait être organisée. 25%, une fois que la décision a été prise, donc d'émettre en droit français, 25% sur l'exécution de cette transaction d'un point de vue juridique, et probablement les 25% résiduels sur l'aspect technologique. Mais je trouve que ça montre bien à quel point la capacité à aligner un dispositif complet d'un point de vue juridique et réglementaire est absolument fondamentale dans cette phase dans laquelle nous sommes, qui est une phase de cristallisation du marché autour de places pouvant s'imposer dans ce secteur pour l'avenir. Merci pour cette défense du droit français dans ce domaine. Bon, Anne, 5 minutes. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 4 ans dans ce secteur? Est-ce que tu peux nous faire un résumé? Je sais que dans la salle, il y a des grands spécialistes du sujet, pardon pour eux. Je sais aussi qu'il y a des personnes moins familières avec ce droit des cryptoactifs qui a été développé en France depuis quelques années. Alors, je crois que l'innovation qui a été imaginé en France pour ce monde nouveau des actifs numériques et de la blockchain, avec en particulier la loi Pacte de mai 2019. C'était pourtant un vrai défi, croyez-moi, tant notamment cet univers de la blockchain était plutôt hostile à toute réglementation, comme vous le savez. Et pourtant, l'AMF a été sollicitée par de nombreux acteurs et a lancé très tôt, dès la fin de 2017, une consultation publique pour proposer des pistes pour encadrer cet univers nouveau, dont l'une d'elles, d'ailleurs, était la poursuite de l'absence de réglementation. Et malgré cela, la très grande majorité des répondants à cette consultation ont demandé que soit élaborée une réglementation pour encadrer, en l'occurrence les ICO, ces levées de fonds en actifs numériques, pour que les porteurs de projets sérieux puissent se différencier des fraudeurs et notamment ou des projets de mauvaise qualité. C'était ça l'idée. Alors, on a donc imaginé à ce moment-là une réglementation spécifique aux actifs numériques, donc totalement nouvelle, puisqu'on n'est pas dans l'instrument financier, on est dans des utility tokens,
et une réglementation optionnelle. Là aussi, c'était une nouveauté. Il n'y avait jamais eu de réglementation optionnelle volontaire en France en matière financière. Et j'aime citer de ce point de vue-là Jean Tirole, qui a dit « on est rentré dans l'économie du label ». Et je trouve que c'est exactement ça, ce que nous avons proposé. C'est une réglementation optionnelle. C'est quoi? C'est finalement accepter d'être encadré, vouloir respecter des règles pour finalement se prévaloir de ce sérieux, de cette sécurité que l'on apporte à ces investisseurs en utilisant le visa ou l'agrément qui va être donné par l'AMF, en l'occurrence, comme un label de qualité. Et l'idée était bien pour ces acteurs de prévaloir de ce label de qualité auprès de leurs clients. Et donc la loi Pacte a prévu un encadrement très complet. D'une part, pour encadrer les ICO, les levées de fonds, le marché primaire, donc l'émission des jetons, elle a prévu que l'AMF pouvait délivrer un visa optionnel. Et puis, par ailleurs, elle a prévu l'encadrement du marché secondaire, puisque ces tokens peuvent être échangés sur des plateformes de négociation. Et en cela, elle a prévu un régime d'encadrement des prestataires de services sur actifs numériques qui donc acceptent, s'ils demandent cet agrément optionnel, un encadrement de leur activité qui a d'ailleurs été largement inspiré par l'agrément des prestataires de services d'investissement et les règles MIF. Et donc on a lorsqu'on délivre un visa sur une ICO à l'AMF, on vérifie que notamment l'information donnée aux investisseurs va être honnête, complète, claire. Croyez-moi, c'est important. Et aussi que des avertissements sur les risques seront donnés, avertissements qui, vous le comprenez, que le visa ne dispense pas, n'enlève pas le risque des projets en eux-mêmes, bien entendu. Donc la loi Pacte a encadré ce marché primaire et ce marché secondaire des actifs numériques et a eu une particulière attention pour la protection des investisseurs, puisque notamment à deux titres, le démarchage est interdit aujourd'hui pour les émetteurs d'ICO qui n'ont pas ce fameux visa optionnel de l'AMF et pour les PSAN qui n'ont pas obtenu l'agrément optionnel de l'AMF. Autre élément, la loi Pacte prévoit aussi que les émetteurs d'ICO et les PSAN qui revendiqueraient avoir ces visas ou ces agréments sans les avoir peuvent être inscrits sur des listes noires, ce que nous faisons pour avertir les investisseurs, voire pour ceux qui ne sont pas enregistrés, parce qu'il y a un enregistrement obligatoire en application des textes européens pour le respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Pour cela, on pourra, et on va le faire dès décembre prochain, demander en justice le blocage de l'accès à ces sites illicites. D'ailleurs en coopération avec le parquet de Paris qui est très attentif à ces évolutions. Enfin, pour finir, je dirais que si on veut faire un constat après 1 an et demi d'application de cette réglementation, on a 3 visas qui ont été accordés pour des ICO, donc c'est peu. Je crois que là, on a été un petit peu tous surpris parce que finalement les ICO sont un peu passés de mode. Je ne crois pas que ce soit un défaut de la réglementation qui soit en cause, mais c'est comme ça et c'est d'ailleurs une leçon à tirer pour le régulateur. Le temps de l'innovation n'est pas celui de la régulation. Et puis pour les PSAN, en revanche, on a 23 enregistrements, le président Feld le rappelait, à ce jour, et beaucoup de dossiers à l'instruction. Et enfin, pour l'agrément optionnel, on n'a encore pas délivré d'agrément optionnel, mais il est plus exigeant, vous l'avez compris. Et là, on a quand même des acteurs qui nous demandent de l'avoir parce qu'ils sont désireux de mettre en avant la qualité de leur service. Et je terminerai en disant que cet agrément optionnel, on le retrouve largement dans le projet de règlement européen MiCA dont on va parler tout à l'heure. Merci à Anne. Je crois que c'est très vrai, cette originalité du cadre juridique tel qu'il a été construit et surtout sur quoi tu insistes, la difficulté qu'on a pour construire des instruments juridiques quand c'est du domaine de la loi. Aller voir le Parlement, eh bien, on est parti pour des tunnels de 18 mois souvent. C'est ce qui s'est passé avec Pacte et dans une matière première très mouvante. C'est pour nous quand même un vrai souci et c'est malheureusement encore pire au niveau européen.
Hubert, je me tourne vers toi. Alors, ton avis sur ce cadre juridique français que tu as contribué à faire construire. À ton avis, est-ce que entre innovation et régulation, on a trouvé le bon équilibre? Et est-ce qu'il n'y a pas quand même encore plein de sujets, de problèmes ou des enjeux juridiques derrière ce cadre qui sont devant nous? Pour répondre directement à la question, je pense qu'on a un bon équilibre. Et ce qui m'amuse, entre guillemets, c'est quand je regarde avec le recul ce qui s'est passé, quand il y a 9 ans déjà, je suis plongé dans ces questions, 9 ans déjà, tout le monde me prenait pour un fou, à commencer mes anciens amis banquiers. Ce qui m'amuse aujourd'hui, voilà, c'est de les voir les mêmes qui sont tout à fait conscients du développement de ces activités pour lesquelles c'est une nouvelle classe d'actifs qui émerge. Donc, ce qui me frappe aussi, c'est l'intérêt des plateformes étrangères sur la place de Paris. Et c'est vraiment réel, je ne dis pas ça pour faire plaisir. Et le paradoxe, c'est que beaucoup de grandes plateformes regardent Paris, et comme le disait Cécile tout à l'heure, il y a un benchmark qui est fait, hein, mais pourquoi à la fin Paris ? Parce qu'ils ont vu que certaines îles du Sud, c'était quand même pas terrible. Et puis certains pays du Nord, ça commençait à pas être terrible, dans le sens que la réputation, pour des activités qui sont déjà en elles-mêmes compliquées en termes de réputation, si l'actif est déjà réputationnellement compliqué, si en plus vous êtes régulé par un acteur qui commence à avoir des difficultés ou qui n'a pas une bonne réputation, ça fait beaucoup. Et donc, les gens qui arrivent à Paris se disent, certes, j'ai choisi l'un des régulateurs, alors certains disent le pire, d'autres disent le mieux, en tous les cas parmi les plus difficiles en tous les cas, et moi je leur dis le plus difficile, mais le plus efficace. Et le choix se fait souvent entre BaFin et l'AMF finalement. Hein. Et à la fin, ils arrivent plutôt à l'AMF en se disant, oui, mais en se disant, à l'AMF, pourquoi la loi Pacte justement offre plus de possibilités que ne permet la loi allemande, pour tout un tas de raisons sur lesquelles on n'a pas le temps de rentrer dans le détail. Et puis, l'AMF a quand même été moteur dans la loi française et même dans le projet MICA. Et ça se sait. Et ça, c'est important parce que ça montre qu'on a un régulateur qui est non seulement à l'écoute, mais qui est proactif sur ces sujets. Bon, ça, c'était le côté positif. Alors ensuite, les choses évoluent. Et normalement, alors en tant que praticien, ce que je vois, c'est la courbe d'apprentissage de l'AMF. Hein, c'est un peu comme le crowdfunding, c'est-à-dire que les tout premiers dossiers qui étaient déposés étaient gros comme ça, les derniers dossiers crowdfunding, ils étaient gros comme une société de gestion, grosso modo. C'est un peu pareil pour l'EPSAN. Les tout premiers dossiers, ils étaient épais comme ça. Maintenant, on a des gros dossiers parce que il y a une courbe d'apprentissage du régulateur qui fait que il apprend de plus en plus, donc il se pose de plus en plus de questions pertinentes, bien évidemment. Mais ce qui est quand même curieux, c'est que dans les 23 plateformes qui sont aujourd'hui enregistrées, il n'y a pas de gros acteurs étrangers. Alors, il y en a qui sont en cours, mais pour l'instant, ils ne sont pas encore là. Puis tous n'ont pas dit qu'ils allaient venir. Alors, ça pose la question, et Anne a commencé à y répondre, comment je les force à venir? Parce que finalement, ils vont dire, moi, je ne cible pas le marché français, je fais de la reverse solicitation, etc. En fait, non. Cible le marché français, il faut être clair. Mais donc, comment, à la fin, un régulateur qui est connu pour son sérieux va pouvoir faire entendre et respecter la loi auprès de plateformes qui, pour certaines, sont enregistrées dans des îles, plus ou moins, voilà, et puis d'autres qui, on ne sait même pas où ils sont enregistrés, d'ailleurs. Donc, c'est comme Nabila au téléphone et qui y a, si vous voulez. Bon. Donc, ça, c'est des questions qui se posent, et l'une manière très pratique à laquelle répond l'AMF, c'est de dire, bon, on va regarder quel type de marketing vous faites. C'est-à-dire qu'à défaut de pouvoir le prendre par le dur, qui est le produit, qui est aussi possible, on prend parfois ces plateformes par le marketing, en disant, mais vous êtes en train de cibler le marché français, la preuve, regardez ce que vous faites dans le marketing, donc vous devez vous enregistrer, et si vous n'enregistrez pas, vous êtes en contradiction. Ça, c'est quelque chose d'assez concret. Je suis déjà aux 4 minutes, mais j'en ai encore pour 1 minute. Là-dessus, bon, il y a quelque chose à améliorer, mais il faut repasser par la loi. C'est qu'il y a eu un équilibre politique AMF-ACPR. Donc on a donné le premier rôle à l'AMF, un rôle, j'ose pas dire secondaire, mais en tous les cas qui n'est pas de prime abord celui équivalent de celui de l'ACPR, qui est normalement concentré sur la question de lutte contre le blanchiment, et en fait qui va plus loin.
Et ça coince un peu. Il n'y a pas parfois les mêmes visions. Alors, question très très concrète, on a eu pendant des mois des questions un peu surréalistes, on est tout à fait entre nous, du côté de la CPR, sur est-ce que finalement, quand j'achète et je vends des cryptoactifs, est-ce que je ne me livre pas à un service de paiement, avec des questions qu'on pensait avoir résolues depuis des années en matière d'instruments financiers. Est-ce que l'activité pour compte propre, est-ce que la partie cash, est-ce que je ne fais pas du paiement quand je fais une activité sur compte propre? Bon, je passe le détail, mais ça, c'est des choses qui auraient pu être résolues un peu plus rapidement s'il y avait eu plus de fluidité là-dedans, j'allais dire. Enfin, dernier point qui est intéressant, parce que ça montre cette courbe d'apprentissage par laquelle j'ai commencé et je termine, c'est que plus l'AMF apprend vite, plus elle voit qu'il y a des sujets. Et donc, le dossier qui était épais comme ça commence à être un peu plus épais. Pourquoi? Parce que maintenant, ça c'est intéressant, la loi nous dit, vous êtes enregistré, vous devez déposer finalement une demande assez simple, il y a 4 formulaires, et puis une procédure LCBFT qui est revue par la CPR, et puis ma foi, répondre à des questions somme toute assez simples. En fait, il y a tout un tas de produits qui ne sont pas régulés en France, ni ailleurs d'ailleurs, et que l'AMF regarde. Je reprends l'exemple de ce qu'on appelle dans le jargon du staking, c'est-à-dire fondamentalement du prêt ou du dépôt ou de l'emprunt sur des cryptoactifs. Qu'est-ce que c'est? Le fait que j'ai employé 3 mots différents montre bien qu'on se pose la question de la qualification juridique. Et donc ici, on voit des dossiers qui peuvent prendre du temps, parce que la plateforme, elle demande un enregistrement pour l'activité assez simple d'achat-vente, mais en fait, ce que dit l'AMF, dit vous faites l'achat-vente, c'est très bien, mais qu'est-ce que vous faites à côté là? Moi, ça m'intéresse ce que vous faites à côté, parce que potentiellement, ça peut être qualifié d'autre chose, voire même, on a ressorti le coût des intermédiaires en biens divers, alors là, bon, mais au-delà de ça, sur l'intérêt, c'est de se dire, je vais au-delà finalement de ce qui est inscrit dans la loi, et je vais regarder ce que font les plateformes pour vérifier si c'est pas quand même quelque part qualifiable d'une autre activité qui n'est pas dans la loi Pacte. Alors ça, c'est intéressant comme méthode, mais ça alourdit le processus. Donc il y a peut-être un petit peu à accélérer là-dessus cette revue. Voilà, on m'avait demandé d'être le pour et le contre, donc je l'ai fait. Merci Hubert. Non mais sinon, encore une fois, on se sera ennuyé, donc merci Hubert. Je me permets quand même de répondre, pas surtout, mais très rapidement, par rapport à la CPR, le blanchiment, c'est quand même un sacré sujet dans ce secteur-là, et de ce point de vue-là, on est très content à l'AMF de les avoir à bord sur ce type d'enregistrement ou d'autorisation. Deuxièmement, je ne peux pas vous donner de nom, mais on a quand même des gros acteurs internationaux dans les tuyaux d'un enregistrement PSAN. Et la réponse aussi, on y viendra juste après, c'est aussi le dispositif européen MiCA qui, par rapport à ces acteurs-là, de toute façon, devra les concerner. Maintenant, je me tourne vers Simon Pollereau pour voir si, entre innovation et régulation, il partage l'avis d'Hubert. Est-ce que les professionnels, à votre avis, Simon, ont été bien associés? Et même question qu'à Hubert, alors au total, ces dispositifs français, comment vous les évaluez? Comment ce cadre français, vous le situez par rapport à d'autres cadres nationaux d'autres pays avec lesquels on est quand même dans ce secteur-là directement en concurrence? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je vais rejoindre assez largement quand même les conclusions d'Hubert, mais peut-être commencer par une remise peut-être en contexte. C'est vrai que les activités, notamment de prestataires sur actifs numériques, sont venues un peu bousculer je dirais le monde financier, et notamment à l'AMF, quand les premiers projets sont arrivés, ça a été un petit peu une découverte et quelque chose de complètement nouveau, un nouveau type d'actifs, un nouveau type d'activité, et aussi des demandes, parce que ce secteur, vous le savez sans doute, a aussi une réputation, des idées reçues sur la façon dont les actifs sont utilisés, dont ils sont créés, etc., qui sont assez lourds, assez complexes. Et le cadre réglementaire, fournir finalement un cadre aux acteurs du secteur, c'était une demande qui venait aussi fortement des acteurs, comme le disait d'ailleurs Anne un peu plus tôt. Donc ça a été assez positif, cette démarche de dialogue qui a été engagée à l'AMF, d'abord par le département FinTech et puis évidemment avec la direction juridique. Et puis ça a été une co-construction. Alors
avec quand même plusieurs éléments particuliers. D'abord, le fait que l'industrie française était très très jeune, donc il y avait très peu d'acteurs en réalité, beaucoup de projets et assez peu d'acteurs installés. Donc assez peu d'interlocuteurs pour l'AMF, ça n'a pas dû être facile de se repérer au milieu de tous ces projets. Et puis une demande quand même aussi d'une certaine souplesse, d'une certaine possibilité de développer des nouvelles activités. Et ça a été, je pense, ça a été aussi bien pris en compte, en fait, que le permet un système juridique, je dirais, de droit civil, qui finalement doit quand même définir des règles à l'avance. Et on est un peu moins dans le case law et dans l'interprétation de grands principes que peuvent l'être d'autres juridictions. Je vais y revenir, notamment pour parler de cadres juridiques comparés. Pour ce qui est du cadre français, le bilan, je pense, effectivement, des acteurs français et l'existence du cadre est très positive. Les enregistrements ont eu un grand succès. Il y a eu même trop de succès, un petit peu d'embouteillage au début, donc beaucoup de dépôts de dossiers. Des acteurs qui étaient aussi assez jeunes, donc pas forcément ni formés ni très bien préparés. Donc il y a eu beaucoup de dialogues et ça, je pense qu'il y a eu un bel accompagnement aussi de la part de l'AMF d'un certain nombre d'acteurs. Aujourd'hui, voilà, il y a eu quelques couacs de démarrage, mais je pense qu'on commence vraiment à avoir un processus d'enregistrement, notamment sur l'enregistrement obligatoire, qui couvre les aspects LCBFT qui sont vraiment le cœur de la problématique de l'enregistrement. Enfin de cet enregistrement, on est sur quelque chose de beaucoup plus fluide et évidemment ça peut être ajusté et effectivement peut-être une clarification des rôles des différents organismes AMF, ACPR, mais en tout cas voilà, on a en tout cas parmi nos membres des retours qui sont de plus en plus voilà, satisfaits, apaisés, etc., malgré les premières difficultés qu'ont pu connaître les acteurs. Donc un bilan, somme toute, relativement positif. On a encore beaucoup de choses à faire parce que le secteur est un secteur qui grandit très vite avec de nouvelles activités. Hubert évoquait le staking. Il y a beaucoup d'autres choses sur des secteurs simili-financiers. Voilà, des choses vraiment avec une inventivité qui est assez exceptionnelle et qui accélère, puisqu'on a de plus en plus d'acteurs, de plus en plus de personnes intéressées par ces actifs. Donc on a une première brique qui est ce cadre. Le cadre européen qui arrive, qui en fait s'inspire, on l'a dit, très fortement du système français, on va en parler, va venir un peu asseoir cette première étape. Aujourd'hui, par contre, ce qu'on peut peut-être pour un point de conclusion sur l'aspect comparé avec les autres régimes juridiques, une faiblesse, et qui est un atout dans certains cas, mais une faiblesse pour faire face à l'innovation à des régimes de droit civil comme le nôtre, c'est voilà, cette obligation, cette nécessité en fait de créer de nouvelles règles pour faire entrer des nouvelles activités, pour encadrer des nouveaux acteurs. On a dû attendre la loi Pacte en fait pour que les acteurs soient régulés, pour qu'ils puissent être supervisés en matière de LCBFT, ce qui n'a pas du tout été le cas dans d'autres juridictions. Donc les États-Unis ont supervisé en matière de LCBFT les acteurs crypto dès 2011, en interprétant assez largement les notions de biens financiers, de monnaie. Donc ils ont simplement fait rentrer dans le cadre existant les acteurs, ce qui leur a donné de la prévisibilité, ce qui est quand même le plus important dans un nouveau secteur comme celui-ci, peut-être avant les autres. Donc il y a eu une avance qui a été prise par ces pays de droit commun. Et c'est vrai que malheureusement, on constate qu'avec les évolutions rapides du marché, on a un régime qui parfois devient un peu obsolète très rapidement, une évolution qui est de plus en plus rapide. Et donc on se pose aussi la question, peut-être pour anticiper sur la prochaine partie plus prospective, de l'évolution de ce régime et surtout de sa rapidité d'évolution. Est-ce qu'on va avoir en Europe un cadre qui va permettre d'appréhender suffisamment efficacement pour être compétitif ces nouveaux usages? Merci Simon. Alors c'est une bonne transition pour la deuxième partie de cette table ronde. Jean-Marc, vous avez la chance d'avoir un patron à la Société Générale qui ne vous demande pas de business plan. Moi, j'ose vous demander qu'est-ce que vous allez faire dans les années qui viennent? Quel genre d'activité, quel genre de produits vous allez développer? Et est-ce que les cadres juridiques européens en gestation ou autres, à votre avis, répondent à vos questions que vous posez par rapport à ces projets?
Alors, on ne nous demande pas de business plan, mais je vous rassure quand même, on nous demande un certain nombre d'indicateurs de performance, de KPI, comme on dit, pour baliser les projets. Alors, l'intérêt qu'on voit dans ces développements technologiques et réglementaires, pour nous, concerne un certain nombre de services que la banque apporte, notamment aux émetteurs et aux investisseurs, avec la capacité, finalement, en restructurant ou en offrant des possibilités d'émission de titres financiers au format numérique, donc sous forme de security token, finalement de déployer ces instruments sur une infrastructure de marché mondialisée. Si je fais un peu le parallèle que tout le monde a probablement en tête, la blockchain est une infrastructure, enfin pour les blockchains publiques en tout cas, et peut être vue comme une infrastructure de marché mondiale de la même façon qu'Internet est une infrastructure mondiale d'échange d'informations. Aujourd'hui, les infrastructures de marché, comme vous le savez, sont assez largement régionalisées, avec des interconnexions qui finalement sont assez loose les unes par rapport aux autres, avec des problématiques opérationnelles, des problématiques de réconciliation, des lenteurs. Le règlement livraison d'un titre financier, par exemple, dans les infrastructures actuelles, comme vous le savez, peut prendre 2 à 3 jours. Des ajustements de collatéral d'échange entre banques, par exemple, ça peut prendre 1 semaine. Vous avez des réconciliations incessantes à opérer, des problématiques opérationnelles qui font que finalement ce service global amené soit aux émetteurs, soit aux investisseurs, finalement, quand on y regarde de plus près et qu'on essaye de se départir un petit peu des années d'habitude d'utilisation de ces services et qu'on se projette dans le monde des fintech sur les marchés retail, finalement, pourrait être assez considérablement amélioré avec la digitalisation des titres financiers. Donc, ce que l'on vise à faire, de par ces développements, c'est d'amener au monde institutionnel, au monde professionnel des marchés financiers, finalement, la même évolution en termes de qualité de service que ce que l'on a connu dans le monde des retail, des paiements, lorsque les services numériques sur smartphone sont apparus, par opposition à je vais dans mon agence bancaire, je remplis un bordereau papier pour opérer un virement, et puis 3 jours après ou 5 jours après, mon virement bancaire est amené. Donc la projection, c'est vraiment celle-ci, c'est de participer à la construction d'une infrastructure de marché mondialisée qui permet d'échanger un titre financier entre 2 investisseurs d'un bout à l'autre de la planète en quelques minutes, parce que c'est aujourd'hui les temps que l'on obtient sur les premières transactions qu'on a réalisées, entre l'émission d'un titre financier, une obligation par exemple, émise sur une infrastructure publique type Ethereum ou Tezos, qui sont les 2 infrastructures avec lesquelles nous travaillons actuellement à la Société Générale. Entre l'émission et le règlement livraison complet de l'opération, vous avez un temps d'une dizaine de minutes qui s'opère par opposition à 2-3 jours. Vous avez une automatisation des opérations qui peut être poussée assez loin. Un titre financier digital, c'est un morceau de code informatique, un smart contract qu'on déploie sur une blockchain. Ce code informatique, évidemment, peut contenir un certain nombre de caractéristiques financières de l'opération, la term sheet typiquement, mais il peut aussi inclure des éléments qui vont s'auto-exécuter. Par exemple, et c'est assez naturel d'y penser, le calcul d'un coupon. Ça a l'air idiot, mais aujourd'hui, vous prenez le produit financier presque le plus bête qui existe, une obligation. Il y a des milliards et des milliards d'euros d'obligations qui sont émis tous les ans, une quantité d'entreprises qui se financent par ce biais. Simplement calculer et payer un coupon, un taux d'intérêt qui pourtant est une formule extrêmement bête, c'est beaucoup d'opérations et beaucoup de discussions entre établissements bancaires, entre l'émetteur et l'investisseur, parce qu'il y a plein de paramètres, personne n'a le même calendrier pour commencer, et donc c'est très long. Là, lorsque vous avez une golden source, ce qu'est la blockchain, qui s'impose à tous les acteurs, aussi bien l'émetteur que les investisseurs, avec un produit financier qui lui-même calcule tous les mois ou tous les trimestres le coupon à payer, voire exécute la transaction de paiement lui-même, ça simplifie énormément les choses. Lorsque ce produit financier
peut lui-même incorporer des éléments de settlement, de paiement. La façon dont cette opération va être débouclée, là aussi, ça facilite grandement les choses. Lorsque ce produit financier embarque en lui-même ce qu'on appelle une whitelist, c'est-à-dire une liste d'investisseurs autorisés à détenir lui-même ce titre financier, vous poussez le KYC et les luttes anti-blanchiment un cran plus loin. Ce n'est pas juste du déclaratif, ce n'est pas des contrôles qui sont opérés dans une banque, c'est le titre financier en lui-même qui va venir interroger une tierce partie de confiance qui va déterminer si tel ou tel investisseur est autorisé ou non à détenir le titre financier. Et s'il ne l'est pas, simplement la transaction ne va pas s'exécuter. C'est beaucoup plus robuste. Lorsque ce titre financier numérisé peut être lui-même encapsulé dans un autre smart contract, je déborde un peu sur un thème de finance décentralisée cher à Simon, pour gérer lui-même la prise en collatéral de ce titre financier. Vous avez une fluidité des opérations et au final des termes financiers bien meilleurs que vous pouvez offrir à l'investisseur ou à l'émetteur. Et donc au global, qu'est-ce que ça veut dire pour l'utilisateur de cette technologie ? Un émetteur, ça veut dire une capacité à se refinancer de façon beaucoup plus intéressante, donc potentiellement un accès pour les entreprises à des sources de financement bien meilleures, à des taux beaucoup plus importants, intéressants pour eux, et côté investisseur, une capacité à déployer ses actifs de façon beaucoup plus granulaire, avoir accès à un portefeuille d'actifs réellement mondialisé, une meilleure diversification du portefeuille, donc une meilleure gestion des risques et une capacité d'aller sourcer des actifs que vous ne pourrez probablement pas sourcer dans une infrastructure de marché telle qu'elle est aujourd'hui, parce qu'encore une fois, très régionalisée et soumise à des problématiques opérationnelles qui vous empêchent d'accéder à ces actifs-là. Merci pour ce plaidoyer impressionnant. Anne, une réaction à ce plaidoyer, et est-ce que les projets européens de régulation qui sont sur la table depuis quelques mois maintenant et en cours de négociation, est-ce que, à ton avis, ils vont pouvoir permettre à Jean-Marc Stenger ou à d'autres acteurs du marché de davantage développer ? Alors, l'AMF essaye d'accompagner ces innovations qui sont incessantes. Ça se renouvelle tout le temps et c'est difficile de suivre pour les régulateurs. Notre obsession étant de faire en sorte que de développer un écosystème sûr pour les investisseurs, mais d'attirer en France ou de garder en France les acteurs sérieux et de permettre à l'innovation de se développer. On a la chance d'avoir des grands talents dans la blockchain, notamment en France, donc on essaye d'aider à tout cela. Alors comment ? Eh bien, on a accompagné ces innovations de façon très proactive, je le disais, depuis 2016, en créant une division FinTech, Innovation et Compétitivité à l'AMF, qui est l'interlocuteur privilégié des porteurs de projets. Et on continue à recevoir les porteurs de projets nombreux qui viennent nous demander s'ils sont régulés, si leurs projets sont juridiquement réalisables, ce qui nous demande un travail d'analyse que Hubert trouve long, mais difficile et indispensable néanmoins à faire et qui nous permet ainsi de guider les acteurs dans l'application de ces réglementations nouvelles. Donc je crois que c'est comme ça qu'on essaye d'aider les acteurs. Sinon, je dirais qu'on intervient dans deux directions, notamment au plan européen. D'abord, sur le développement des security tokens. On a vu qu'il y avait une forte demande des acteurs dans ce domaine. C'est quelque chose d'important. Les security tokens sont des instruments financiers, ce sont des actions, des obligations. Donc, contrairement aux utilités tokens qui sont couverts par la loi PAC, ils ne le sont pas. Et ces instruments financiers sont donc inscrits sur la blockchain. Et il n'y a pas de réglementation dans ce domaine, si ce n'est que c'est la réglementation financière qui s'applique, mais elle n'a pas été conçue pour la blockchain. Par conséquent, nous avons fait une analyse juridique la plus détaillée possible pour essayer de voir quels étaient les obstacles juridiques qui pouvaient empêcher le développement de ces security tokens en France. Encore une fois, la réglementation financière n'ayant pas été conçue pour la blockchain, et on a donc essayé de les identifier dans une étude qui a été publiée en mars
mars 2020 et ces travaux ont d'ailleurs été complétés et sont encore en train d'être complétés par des travaux du Haut Comité juridique de place. Et les conclusions sont de façon très résumée que l'émission même de ces security tokens ou l'inscription de ces security tokens non cotés dans des fonds d'investissement ne pose pas de problème à droit constant, mais qu'en revanche, il est impossible de mettre en place des plateformes de négociation de security tokens, car le droit européen prévoit que le règlement livraison de titres ne peut pas s'effectuer sur la blockchain en monnaie tokenisée, mais seulement dans les livres d'un dépositaire central de titres en monnaie banque centrale. Au final, il y a deux types de difficultés au niveau de la négociation et au niveau du règlement livraison, puisque la blockchain, dans la blockchain, il n'y a pas d'intermédiaire, disons-le comme ça. En revanche, la réglementation financière prévoit l'identification de gestionnaires ou d'intermédiaires financiers, et donc on a là des obstacles juridiques dirimants au développement notamment de la mise en place de ces plateformes de négociation. Et donc nous avons proposé qu'au niveau européen, il y ait une expérimentation, un bac à sable, pour que les acteurs puissent développer leurs projets, les acteurs comme Forge notamment, puissent développer leurs projets dans les security tokens, en les exemptant de l'application de ces règles de droit financier qui sont incompatibles avec la blockchain. Et cette idée-là, vous en conviendrez, est assez nouvelle. Et on s'est dit, mais pourquoi pas faire ça pendant quelques années à des conditions très particulières et notamment un encadrement aussi particulier. Alors, la deuxième façon d'accompagner l'innovation au niveau européen a été d'entreprendre un travail d'influence de grande ampleur auprès des autorités européennes. Et je crois qu'on peut dire que ça a porté ses fruits, puisque la Commission a proposé en septembre 2020 un paquet législatif sur les cryptoactifs qui reprend l'essentiel de la réglementation française. Et donc, c'est vraiment très, très satisfaisant, puisque sur le volet utility token, donc la loi Pacte, il est prévu une réglementation en matière d'ICO et de PSAN comparable à la réglementation française, à la différence notable tout de même que le règlement MiCA, le projet de règlement MiCA qui reprend cette réglementation prévoit des agréments obligatoires, mais on peut considérer que le marché maintenant est plus mature et qu'il faudra une harmonisation au niveau européen. Et puis sur le plan des security tokens, il y a une proposition européenne de mise en place d'un régime pilote en matière d'infrastructure financière sur la blockchain, donc qui reprend cette idée que nous avions mise sur la table d'un laboratoire digital, d'une expérimentation qui prévoit, et c'est ce que prévoit le projet de règlement européen, donc que pendant 6 années, les acteurs pourront développer leur projet en matière de security token en étant exemptés de l'application des textes qui ne sont pas adéquats aujourd'hui au niveau européen, le temps que, à la fin de ces 6 années, la réglementation européenne, vous savez que les processus législatifs européens sont très lents, le temps que la réglementation européenne soit adaptée à la blockchain. Donc je crois que c'est une grande satisfaction, une vraie victoire pour l'écosystème des cryptoactifs que d'avoir obtenu ce bac à sable. On va voir l'avis de Simon. Maintenant, j'insiste, pardon pour la publicité, mais ce régime pilote, il est très original, mais il a quand même été, j'ai rarement vu, je crois pouvoir dire, un texte européen ou un projet européen aussi fortement inspiré par les travaux des services de l'AMF et notamment de ma voisine. Simon, qu'est-ce que vous en pensez alors de ce paquet européen qui arrive ? Il vous plaît pas, et est-ce que vous trouvez qu'il a bien mis le curseur au bon endroit entre l'équilibre entre innovation et régulation ? Alors, je vais un peu décomposer ma réponse en commençant par les security tokens, puisqu'on en parle là du régime pilote qui effectivement couvre donc les représentations de titres financiers sur les blockchains. Et sur cet aspect en particulier, le régime pilote, effectivement, il était soutenu par l'écosystème français. Il est très heureux qu'il ait été repris au niveau européen.
On a beaucoup de remarques sur le champ, sur notamment des exemptions des acteurs concernés, les procédures, notamment pour obtenir ces exemptions, etc., qu'on a formulées à la Commission, etc., et aux différents interlocuteurs au niveau européen. Mais l'idée, évidemment, du pilote régime, c'est quelque chose de très positif, puisque ça ouvre un cadre d'expérimentation, et ça vient en fait pallier ce que je pointais du doigt dans mon intervention précédente, c'est-à-dire une certaine rigidité des cadres, dans notamment un contexte européen, évidemment français. Donc sur les security tokens, je pense qu'on va dans le bon sens avec ce pilote régime. Sur le reste, c'est-à-dire les cryptoactifs non financiers, qui couvrent donc les crypto-monnaies, ce qu'on appelle stablecoin, représentation d'euros sur la blockchain, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même un sujet très important, euro ou dollar, et donc les fameux utility tokens émis dans le cadre de projets. On est sur effectivement un quasi copier-coller du régime français, et là on est, en tout cas dans le scope, et là on est un peu plus critique, parce que ce qu'on a en tête, c'est que le régime français n'est déjà plus adapté aux dernières innovations. Donc il ne couvre pas très bien, par exemple, les NFT. Donc, je parlais un peu ésotérique, mais voilà, non-fungible token, c'est quelque chose d'un terme très à la mode, où il se passe beaucoup de choses en ce moment sur les cryptoactifs. La finance décentralisée, donc ces nouveaux produits financiers développés sur blockchain, voilà, c'est pas évidemment capté par le régime Pacte, tout simplement puisque tous ces actifs, toutes ces activités n'existaient quasiment pas au moment où ce cadre réglementaire a été conçu. Donc, on a un cadre qui est extrêmement adapté aux activités de cryptoactifs anciens, on va dire, ceux qui ont été créés à partir de 2009 jusqu'à 2018 et qui continuent à être créés, mais en tout cas qui ont été vraiment la première vague d'innovation, mais qui aujourd'hui en France déjà n'est pas adapté aux nouveaux cas d'usage. Alors sur la France, c'est pas forcément un problème très grave parce qu'on l'a dit, l'agrément il est optionnel et donc ça permet aux gens qui souhaitent innover avec des cas d'usage vraiment radicalement nouveaux de le faire. Alors il n'y aura pas le tampon de l'AMF, mais on peut quand même travailler et obtenir, voilà, et expérimenter. Avec la réserve évidemment de l'enregistrement obligatoire. Le problème du cadre européen, c'est qu'il reprend en fait le cadre français grosso modo, obligatoire, et en plus il a un cadre très englobant qui en fait encadre tous les actifs, tous les types d'activités, etc., avec finalement une réglementation qui devient là malheureusement assez inadaptée pour un grand nombre de cas d'usage. Donc on a essayé de pousser ces messages, enfin on continue à pousser ces messages au niveau européen. On a notamment une idée autour de la création d'un pilot régime aussi pour l'innovation sur ces types d'actifs, parce que ça ce serait aussi très intéressant, ou simplement un cadre qui serait plus adapté et qui en fait permettrait d'encadrer ces acteurs de façon voilà, logique. Donc pour l'instant, pour nous, toute la partie hors security token, elle est malheureusement trop large, trop stricte, et elle risque en fait de venir obérer les activités des entreprises françaises, bien sûr, européennes au sens large, face à des zones géographiques à l'étranger, notamment l'Asie et les États-Unis, qui sont beaucoup plus ouvertes à l'innovation et qui permettent à ces acteurs de se développer de façon beaucoup plus rapide. On le voit d'ailleurs dans le développement du marché, puisqu'on a 95% du marché qui est localisé aux États-Unis aujourd'hui. Le temps passe. Hubert, même question, ta réaction sur les projets de régulation européens qui sont arrivés, qui sont publics depuis quelques mois. Est-ce que tu partages les questions qui viennent d'être posées? Et est-ce que tu peux aussi nous éclairer sur les travaux au regard, ma question c'est aussi au regard des travaux que tu as pilotés dans le cadre du Haut Comité juridique de place, à la fois le rapport sur les titres financiers digitaux, mais le travail en cours, tu vas nous expliquer ce dont il s'agit sur la nominativité des titres numériques. Oui, merci Benoît. Vraiment très court sur le cadre européen. Quand j'essaye de vendre la place de Paris à mes clients, qui sont pour la plupart des étrangers, je leur dis un mensonge, pour être franc, mais ça reste entre nous, parce que c'est pas exactement la réalité. Mais enfin bon, on fait quand même du business à la fin tous. Enfin, pas à l'AMF, mais nous tous. Donc, je leur dis, venez à Paris,
parce que l'enregistrement est mieux, l'agrément en tant que SAN, c'est le premier pas vers l'agrément MICA. Et que si vous êtes enregistré, c'est bien, si vous êtes agréé, c'est encore mieux. À défaut d'une vraie clause de grand-père, vous aurez quelque chose qui ressemble assez proche, puisque franchement, c'est presque du tout pareil au même. C'est pas techniquement complètement exact ce que je dis, enfin ça marche. Donc c'est quand même pas mal. Donc ça, voilà, c'était pour le côté MICA, le côté régime pilote. Je ne vais pas rajouter sur ce qu'a dit Simon. Sur les rapports, les deux rapports du haut comité, donc celui qui est en cours surtout, sur la nominativité. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En fait, ce qui est très 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 satisfaisant, c'est que j'ai pris entre 20 et 25 ans de coups de jeune. Parce que, bon, vous voyez, voilà, mais enfin, en fait, on réinvente des choses qu'on avait pensé avoir résolues dans le monde des titres financiers, mais qu'on est obligé de se reposer, parce que comme disait très bien Anne, et puis Benoît aussi, finalement, ça ne marche pas de la même manière. Et puis Jean-Marc, tout le monde a dit ça d'ailleurs. Donc il faut quand même vérifier comment ça marche. Et donc, il y a 10, 15, 20 ans, il y a eu une thèse par an, grosso modo, sur qu'est-ce que c'est que le régime d'inscription en compte, etc. Et là, on se repose des questions qui sont les mêmes, mais les réponses ne sont pas les mêmes. Et les réponses ne sont pas les mêmes parce que ça ne fonctionne pas de la même manière. Et donc, on a fait un choix en France qui était un choix simple et qui est excellent, c'est qu'on a fait le choix d'avoir une loi qui assimile le régime des titres inscrits dans un registre décentralisé, un DIP, aux titres inscrits en compte. Alors, au début de tout ça, il y a la dématérialisation. Donc on n'est pas comme les Allemands qui avaient encore des titres papier jusqu'à quelques jours. Donc nous, ça fait quand même un certain temps qu'on n'a plus de titres papier. Donc tout ça, premièrement, c'est dématérialisé. Et après, vous avez soit c'est inscrit en compte, soit c'est inscrit dans un DIP. C'est inscrit en compte, porteur ou nominatif. C'est inscrit dans un DIP, c'est du nominatif. Et puis si c'est inscrit dans un DIP, c'est du nominatif non coté, non cotable. Donc voilà comment on a raisonné simplement. Mais une fois qu'on creuse un peu, on se dit, est-ce que c'est vraiment du nominatif? Est-ce que ça ressemble pas un peu à du porteur? Puis en creusant, mais est-ce que c'est pas ni du nominatif ni du porteur? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est un petit peu entre les deux? Et derrière la question de la forme du titre, c'est la question de la responsabilité du détenteur du registre et de celui qui tient le registre. Alors avant, on a dans le monde ancien, j'allais dire, on a un registre papier ou un registre Excel, et donc si c'est le nominatif, c'est l'émetteur qui est responsable. Si c'est le nominatif administré, bon, on connaît le sujet, et puis le porteur, c'est la banque dépositaire, au tel point qu'un arrêt célèbre de la Cour de cassation a dit, allez hop, c'est pas compliqué, vous avez une obligation de résultat, vous les dépositaires, de restituer les titres, même en cas... Un arrêt, c'était général d'ailleurs, celui en passant. Même en cas, si ce n'est pas votre faute, pour faire court. Donc, il y a une obligation de restitution absolue pour les titres aux porteurs. Mais comment je peux restituer quelque chose dont je n'ai pas la maîtrise dans un DIP? Je n'ai pas forcément la maîtrise de ce qui est inscrit. J'ai une photographie de ce qui se passe, j'ai peut-être accès à des clés, mais donc on voit bien que la question de la responsabilité, elle est centrale. Et donc, on ne peut résoudre la question de la responsabilité quand d'abord on résout la question précédente, la forme des titres. Si je dis que c'est nominatif, est-ce que je dois appliquer le régime de responsabilité des titres nominatifs? Et lequel? Nominatif, nominatif pur, nominatif administré? Est-ce qu'il y a encore des BRN? Non, les BRN, c'est un truc qui n'a pas de sens du tout sur les titres digitaux. Si c'est du titre porteur, est-ce que dans ce cas-là, j'applique ce que j'ai dit tout à l'heure sur la responsabilité absolue? Je n'ai pas du tout la maîtrise de ce qui est inscrit. Donc comment voulez-vous que j'ai une obligation de restitution? C'est ça qu'il faut qu'on traite, c'est ça qu'il faut qu'on touche. Avec à la fin, on a toujours l'AMF qui nous dit, il faut bien que quelqu'un soit responsable. Et alors on lui répond, oui, mais dans un DEX, personne n'est responsable. Donc comment on fait? Mais bon, j'en sais rien. Donc voilà, en faire court, et il est déjà 10h moins le quart. Donc on a tous un peu faim. Mais c'est ça qu'on essaye de traiter. Il y a quelques années, encore une fois, on était très très peu au comité à s'intéresser à tout ça. Maintenant, le groupe est très ouvert et c'est l'intérêt, comme le disaient Benoît et Robert, c'est de dire plus on a de gens qui s'intègrent dans ces groupes, plus on arrive à trouver du consensus à la fin sur des réponses sur lesquelles on est clair, dans des opinions, dans des mémos juridiques, etc. Et c'est ça le travail du comité. Merci Benoît.
Bien, comme tu l'as dit très justement Hubert, vous voyez, il pose beaucoup de bonnes questions. Il donne un peu de réponses, orientées bien sûr toujours, mais il donne pas toutes les réponses. Il ne peut pas donner toutes les réponses parce que cette régulation des cryptos, c'est vraiment un chantier en cours. Vous avez eu, je crois, avec les bonnes questions posées par les participants ici, une idée de ce qui nous reste à faire, tant en ce qui concerne le droit français que le droit européen. Je vais me permettre de ne pas vous proposer de poser des questions aux personnes qui m'entourent parce qu'on y passerait vraiment la nuit. Par contre, la bonne nouvelle, c'était pas dans votre programme, mais sachez qu'il y a un cocktail qui vous attend à l'entrée. Et là, laissez-les sortir, mais tous mes collègues et moi-même, on se rejoint tout en haut. Et là, si vous voulez informellement, autour d'un verre, poser toutes les questions que vous voulez, vous serez très bienvenus parce que vous avez quand même réussi à tenir jusqu'à 21h46 et je me permets de vous féliciter toutes et toutes très chaleureusement.